Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ton Bolter, l'émission qui vous parle de Warhammer 40 000. Nous sommes réunis pour un nouvel épisode et aujourd'hui on vous parle d'une faction très connue de l'Imperium. Et évidemment, je ne serai pas seul dans cette tâche fastidieuse mais ô combien passionnante car je serai accompagné de mon vieux gars Goth. Comment ça va mon gars? Ça va extrêmement bien et je suis d'autant plus heureux qu'on a des nouveaux micros. Eh ouais. J'ai l'impression qu'on est sur France Culture. Est-ce que vous nous entendez ronronner? Ah bah... Ouais, c'est clair. Si je vous dis mec avec des coupes de cheveux en brosse, épaules larges, habillé en bleu et représentant de l'autorité avec autorisation de délivrer la violence, vous pensez à qui? La police, bien sûr. Ah mais non, pas du tout. Les ultramarines, bien sûr. Alors, petite question pour toi. T'en penses quoi des ultramarines? De but en blanc comme ça. Bah écoute, pour moi, les ultramarines, c'est un peu le mouvement bleu marine. Alors, T'es mauvais. ouais, je sais, celle-là, elle est dure. Très mauvais. Non, c'est les gars bleus sur la boîte. C'est les premiers auxquels tu penses. C'est les gars qui ont des valeurs. Ouais, full valeur. C'est les mecs qui sont censés être les gentils. Et mais c'est quand même des gars qui ont quelques fêlures. Mais je pense qu'on va être amené à en parler. Ils ont des fêlures. Ouais. Ils ont quelques fêlures quand même. Ouais. Donc faut pas trop taper dessus. Quoi qu'il en soit, par cette journée pluvieuse d'automne à Dublin, on est en juin. Ah oui, j'avais oublié. C'est vrai. Ah non, parce que là, je regarde par ta fenêtre et le temps est absolument désastreux. Ouais, mais la météo ne s'applique pas ici. Un peu comme dans le Warp, tu vois. Ouais, c'est ça. Sûrement, ouais. Donc, on va donc vous présenter les origines, l'histoire, ainsi que quelques anecdotes toutes mignonnes sur les Boy Scouts de l'espace. Dans le futur ténébreux du lointain futur, il n'y a que la guerre. Toujours la même rengaine, rien de nouveau sous le soleil. Sans la clairvoyance et la bonté de notre cher empereur à toutes et à tous, nous aurions déjà été pervertis par les voix démoniaques des entités du chaos, réduits en bouillie par les orques, réduits en bouillie puis digérés par les tyrannides. Ce ne sont que quelques exemples des menaces qui pèsent sur l'humanité, car, on ne le sait que trop bien, nous sommes menacés d'extinction à chaque instant. Grâce à l'empereur, encore une fois, nous sommes protégés. Mais ce n'est pas juste sa superpuissance qui est à l'œuvre, c'est son intelligence, sa stratégie, sa vista. Si je me permets de te paraphraser, mon cher Goth. Ah mais je te remercie. C'est vrai que j'avais dit que c'est vrai que l'empereur il a une vision, il a une vista. Il est drivé. On est d'accord. L'empereur sut mettre en œuvre ses plans pour l'avenir et pour qu'ainsi l'humanité perdure pour les millénaires à venir. Pour que cela soit possible, chaque être humain est mis à contribution. Des ouvriers qui travaillent dans les manufactorums de l'Adeptus Mechanicus, aux individus travaillant dans l'administration, en passant par les innombrables soldats qui sacrifient leur vie au nom de l'impérium de l'humanité. Tout le monde, sans exception, est dévoué à la cause. Même nous, humbles podcasteurs, travaillons sans relâche pour vous narrer les chroniques de ces temps terribles mais ô combien héroïques. Et surtout tellement rigolo. Faut pas se mentir, on est là pour ça aussi. Hein. Bah, quelque part, c'est par nos conversations qu'on rend ça rigolo parce que... Ah non, par contre, faut vraiment rien prendre au premier degré. Hein. Ah non, absolument pas. Ah non. Ouais, s'il y a des gens qui sont là à se prendre un peu trop au sérieux dans cet univers, il y a un petit problème. À parler sur des musiques oniriques, tout ça, genre de trucs quoi. C'est des trucs qu'on trouve sur les internets. On est d'accord. T'as les petits nouveaux... Non, on a vraiment peur de rien en fait. Ah non, mais nous... nos limites quoi. Et d'héroïques, ceux qui en sont, à n'en pas douter, les plus dignes représentants sont les Space Marines, l'élite guerrière et ce qui se fait de mieux dans l'Imperium. Arrachés dès leur plus jeune âge à leur famille et soumis à de longues et éprouvantes, pour ne pas dire mortelles, années d'entraînement et d'endoctrinement, ils constituent les super soldats de l'Adeptus Astartes. Ils sont plus grands, plus forts, plus intelligents, et ont même des organes en plus. Et oui, c'est très pratique. Oui, effectivement. Bien que peu en nombre, ils sont pourtant d'une puissance inégalée. L'ennemi, quel qu'il soit, ne le sait que trop bien. Et parmi ces légions de Space Marines, y en a-t-il de plus connu que la 13e, les forts et honorables Ultramarines? On parle là bien entendu des poster boys de l'Imperium et accessoirement de Games Workshop, mais ce n'est pas le sujet. Ces redoutables guerriers dans leurs armures à la couleur si distinctive d'un bleu profond agrémenté de touches de doré et de blanc, ils parcourent inlassablement la galaxie pour repousser les forces du chaos ou bouter les infâmes Xenos hors de l'Imperium. Depuis le 30e millénaire à la fondation de l'Imperium, les Ultramarines n'ont eu de cesse de se battre et de faire valoir le bien fondé des préceptes de l'empereur. Ils tiennent leur nom de la région de la galaxie connue sous le nom d'Ultramar, localisée dans le Segmentum Ultima à l'est galactique. Ouais, l'empire des 300 mondes. Des 500 mondes.
T'es 500... Oh, la des surenchère 500. tout de suite. Hein. Allez, un Les milliard. ultramarines, de toute façon, oh là là. Moi, je dirais pas jusqu'à dire qu'ils se la pètent un peu, parce que, voilà, on voit un peu leur tronche partout, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, après, non, c'est vraiment, comme t'as dit, tu l'as dit, c'est les poster boys Bah de oui, Games non, mais Workshop. De complètement. toute façon, tu nous l'avais dit, je crois que c'était dans notre premier épisode, dont je garde un souvenir Ouais, que je chéris énormément. Pour toujours graver dans ton cœur, quoi. Et où je me rappelle que quand tu t'étais pointé à la boutique Games Workshop de Rennes, le mec, qu'est-ce qu'il t'a filé? 5 Space Marine et de la peinture bleue. Ouais, c'est ça. Genre, c'est évident, quoi. Évident. On est d'accord. Ultramar, dont la planète principale est Macragge, est, comme certains le disent, un empire dans l'empire. Quelques 500 mondes sont inféodés à l'autorité de Macragge et regroupent tout ce qu'il faut pour se gérer lui-même. Des mondes agricoles, industriels, d'immenses centres administratifs afin de gérer la vie de ses sujets et d'innombrables académies militaires afin de diffuser et de mettre en application la loi et la morale martiale. Au niveau architectural, le secteur d'Ultramar s'inspire de l'Empire romain, mais sous stéroïdes stéroïdés. Prenons par exemple l'arc de Constantin à Rome, qui fut érigé en 312 de notre ère et qui s'élève à 21 mètres de hauteur. C'est une belle bête architecturale emblématique de l'architecture romaine, et est célèbre pour sa richesse ornementale et la qualité de sa construction. Eh bien, prenez cet arc et multipliez-le par 3, et là vous commencez à avoir une idée de la démesure que vous pouvez trouver sur les mondes d'Ultramar. Et on ne parle pas de quelques monuments par-ci, par-là. Là, on parle de cités entières bâties sur ce modèle. Tout y est marbre, moulure et dans des proportions colossales afin de célébrer la puissance et la force. Le rêve humide de tout petit fasciste en devenir. Des grandes statues, des avenues de marbre. Voilà, du marbre. Des couronnes de laurier, tout ça. Et puis merci pour la petite touche culturelle, parler de l'Empire romain. Ah bah écoute, c'est important. Non mais c'est bien, il faut revenir à la base. Oui, ouais, toujours. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la forteresse de Héra qui se trouve sur Macragge, planète capitale donc de l'Empire d'Ultramar, et qui sert depuis plus de 10 millénaires de quartier général au chapitre des Ultramarines. Eh bien, ce petit domaine de rien du tout rikiki fait 32 km de circonférence et abriterait tout un tas de monastères, académies, citadelles, centres dédiés au savoir et à l'art, sans parler de toutes les défenses qui en font un édifice quasi imprenable. De loin, on la confondrait littéralement avec une montagne. Ou Disneyland Paris. Non, bah c'est moi, tu me parles d'un truc de 32 km circulaire, tu vois, moi je vois Marne-la-Vallée en fait. C'est pas faux, c'est pas faux. Ça me fait un petit peu penser à ça. C'est vrai. Ah, et puis c'est vrai qu'en plus les ultramarines ils sont versés dans les arts et la culture, bah oui. Et la culture. Ce sont des érudits. Ouais, c'est. Ouais. Ouais. Juste avec le flegme en moins des Emperor's Children, quoi, mais après c'est. Ouais, sûrement. Mais on en reparlera. À la fin de l'âge des luttes et des guerres d'unification, l'empereur déclencha sa grande croisade en 798 du 30e millénaire. Et après avoir sécurisé la technologie du Mechanicum avec les accords du Olympe Mons sur Mars, il prit la route des étoiles afin de retrouver ses gros bébés, les Primarques. Ah oui, les bien beaux bébés. On va leur penser les jouets, ces petits Primarques. Un jour, en réalité, des années après, depuis le début de la grande croisade, mais passons. Après tout, les échelles de temps ne sont jamais très raisonnables dans cet univers. Hein. Et des fois même dur à suivre. Ouais, c'est clair. et puis, selon où tu regardes, des fois, tu as des informations qui sont contradictoires. Ouais. Et t'es là, ouais, genre comment je fais pour établir une chronologie? Ou même dans, je sais plus, je crois que c'est dans certains codex, ou surtout notamment dans les livres de règles, où tu sais, des fois ils te mettent la chronologie des événements, genre de l'hérésie d'Horus ou tout ça, et là tu vois littéralement une page avec 40 dates, et un petit paragraphe en dessous, là t'es là, ok, d'accord, je suis sûr que je vais retenir tout ça. C'est évident. c'est clair. Mais il y en a qui y arrivent. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, nous on est en train d'essayer. Bah ouais, mais bon. J'y suis pas encore pour ma part, mais bon, j'ai espoir. Donc quoi qu'il en soit, l'empereur débarqua sur la planète d'Espandor en 832 du 30e millénaire, toujours donc, où il apprit l'existence d'un jeune homme aux capacités hors du commun et qui eut dans l'histoire récente du secteur d'Ultramar une influence considérable. Ce jeune homme, c'était évidemment Roboute Guilliman, qui deviendra le futur primarque, enfin qui était déjà un primarque, mais qui deviendra le primarque de la 13e Légion spécifiquement. Et Roboute, il n'a pas attendu l'arrivée de papa pour commencer à faire le taf. Adopté par un chef de guerre du nom de Connor, il vécut dans un certain confort et n'eut pas à subir une enfance violente. Enfin,
par violente, je veux dire pas aussi violente que d'autres Primarques, parce que bon, Si on compare, adopté par un chef de guerre, bon, il connaît la guerre, quoi. voilà, c'est ça, exactement. Il l'a quand même eu facile. Ouais, Hein, par rapport aux autres, ouais. Ça va, ouais. Ouais, il faut reconnaître Il ça, dormait quoi. dans un petit lit tous les soirs. Ouais, Enfin, ouais. pas un petit lit, un grand lit, parce que Bah, beau bébé, quoi. qu'il devait, je sais pas, t'as été voir combien il mesurait? Alors, c'est un des plus petits. Ah. Ouais, mais il doit faire genre pas loin de 3 mètres quand même, quoi. Oui, Donc, voilà, bon, c'est ça. voilà. C'est un beau bébé. Ouais, Quoi. on va dire que les menuisiers. Attends, c'est-à-dire que Vulcan, il fait plus de 3 mètres. Ouais, et d'ailleurs, comment. Parce que t'avais dit, je crois, dans je sais plus quel épisode, bah, sur le sur le programme Primark, que Ouais. Vulcan était le plus grand. C'est pas le plus grand, c'est Magnus. Ah ouais, mais en plus, Magnus, ça dépend de. Ouais, et puis en plus, si tu prends la taille au garrot, tu vois, ça dépend. Déjà, ça dépend si tu le prends pré-hérésie ou post-hérésie, parce que là, il est en. Ah oui, bah oui, avec la transformation, ouais. Voilà, effectivement, c'est ça. ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, donc de base, c'est Magnus. Ouais. Ah, Mais ok. bon, c'est quand même le deuxième plus grand, hein, Vulcan. Donc, Ouais, bien voilà. sûr. Et on va dire que Gilliman, il a une taille normale, Standard. standard, Ouais, c'est ça. banale. Banal. en plus, je dis tout ça, toi, en plus, t'as une armée d'ultramarines. quoi. Mais oui, mais carrément. Mais Non, mais j'adore les roastés. C'est un peu des cibles faciles en même temps. C'est un peu les premiers de la classe qui lèvent tout le temps le bras, même quand on Ouais, leur c'est demande comme, pas. c'est comme toute une armée d'agnans, tu sais, dans le petit Nicolas. Ouais, c'est clair. Oh mon dieu, l'enfer. Quoi qu'il en soit, à la mort de son père adoptif, Gilly Boy prendra sa place et entreprit la réunification du monde de Macragge, alors en proie à des guerres civiles constantes. À l'instar de Popa de retour sur Terre durant les guerres d'unification. Et si vous ne le saviez pas, on en parle d'ailleurs dans notre deuxième épisode intitulé Les guerres d'unification, on y mange des chocs à puce. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est mon épisode, c'est mon épisode préféré. Ah, mais de vraiment, ouais. Sur tous les épisodes qu'on a, c'est Franchement, vraiment le clairement, meilleur. c'est mon préféré. Ouais, 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 c'est toi sûr. aussi? Ah bah à fond. Ah à ouais? fond. Ouais, Oh ouais. putain, c'est cool ça. Ouais. Ouf. Bon bref, après des retrouvailles émouvantes entre papa et son fiston, pas du tout, plutôt en mode poignée de main virile, l'empereur, pour s'excuser d'être allé acheter des clubs et de s'être perdu en chemin pendant des dizaines d'années, lui assignera la 13e Légion. Alors répondant au nom de Warborn et qui adoptera le nom d'Ultramarine et reconnaîtra en Gilliman leur leader incontesté. Ah, les Warborn, j'avais Ouais. jamais entendu ce terme. C'est leur nom avant d'adopter le nom de. Bah, en même temps, c'est un peu logique parce que moi c'était le truc qui me rendait un peu chafouin, tu vois, sur toute cette histoire. Parce que les mecs, c'est des ultramarines, mais ils existaient déjà avant d'arriver dans le monde d'ultramar. Ah oui, bien sûr, ouais. Et donc du coup, bah Ah oui, c'est vrai que ça fait. Oui, ouais. ouais, c'est logique. Mais ah ouais, donc il y avait les Warborns et il y avait donc aussi les Warhounds. Ok. Ils sont devenus les World Eaters. Mmh. D'accord. Ah donc ils se sont pas trop emmerdés sur les noms quoi. C'est pas faux. C'est la guerre quoi. Ouais. Gilliman entreprit aussitôt une réforme complète de sa nouvelle légion et lui donna alors les moyens de consolider et rendre le royaume d'Ultramar un espace sécurisé et rompu au concept de la nouvelle doctrine impériale. La doctrine des ultramarines, la discipline et la cohésion. En effet, pour s'assurer que seuls les meilleurs rejoignent les rangs de la Légion, une discipline de fer est imposée et aucune remise en question n'est permise. De plus, chaque Space Marines reçoit un entraînement tel que, une fois celui-ci complet, rien ne pourra alors le distinguer de ses frères d'armes. Les Ultramarines sont connus pour leur efficacité, leur sens de l'honneur, ainsi que leur adhésion bornée aux préceptes de l'empereur. Impressionné par les aptitudes de Gilliman et la façon de prendre le commandement de ces ultramarines, l'empereur lui accorda alors sa pleine confiance et lui assignera la 12e flotte expéditionnaire. La 13e Légion ne se fit pas prier et se mit immédiatement au travail. Rapidement, les conquêtes de nouveaux mondes se succédèrent et ceux-ci se plièrent sans trop de problèmes aux règles impériales. En même temps, quand t'as plusieurs milliers d'ultramarines ultra vénères qui arrivent sur ta planète et qui te disent maintenant t'obéis aux ordres, t'as pas trop envie de dire « Ah, on peut en discuter ?» Bah, ça dépend de quelle force militaire tu disposes. Ouais. Et puis en plus, tu peux t'imaginer qu'avant qu'il débarque sur la planète, Gilliman aura fait un superbe PowerPoint pour expliquer à tous les Space Marines du plan à suivre et auquel il ne faudra surtout pas déroger. Hein. On est Ah non. d'accord. Lui, il aime pas quand ça se passe pas exactement comme le plan. c'est un de ses trucs quand même. Ah, oui, c'est clair. De plus, les ultramarines en profiteront pour botter le train de quelques Xenos, pour la forme évidemment. Il est dit que durant cette période, aucune autre légion accompagnée de son primarque ne parvint à ramener dans le giron de l'Imperium autant de monde que la 13e Légion. Les mecs avaient vraiment à cœur de se faire bien voir par papa.
Un peu défaillant, si tu veux mon avis, mais ça n'engage que moi. On Et en oui, revient- non, j'ai mais- une armée d'ultramarines. Non mais c'est ça, non mais oui, ouais. Et puis des Agnans, encore une fois, je suis obligé, c'est Agnans, voilà. C'est clair. Toujours durant la même période, le contingent des ultramarines prit des proportions énormes. En effet, conscients que l'effort de guerre nécessitait beaucoup de sacrifices, les ultramarines recrutaient toujours plus de nouveaux membres en leur sein. Tout d'abord, cantonnés aux limites du royaume d'Ultramar, les nouvelles recrues pouvaient être dénichées même dans les lointaines colonies au plus fort des campagnes de recrutement. Donc là, il faut déjà imaginer qu'ils avoisinaient déjà les 100 000 à ce moment-là, quoi. Déjà. Ouais. Donc C'était de toute façon la légion, c'était la légion la plus nombreuse avec les Iron Warriors. Ouais, avant le... Avant l'hérésie d'Horus. J'y viens. Ouais. Clairement, la 13e légion d'ultramarines commandée par Guilliman était dans les bonnes grâces de l'empereur. Mais malgré cette ascension fulgurante et une réputation qui en faisait déjà l'une des légions les plus respectables, ils ne se sont pas fait que des amis. Notamment la 17e légion, les Word Bearers, avec à leur tête le primarque Lorgar. Leur particularité, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils étaient de fiefés dévots à l'empereur. Mais vraiment, turbo, Ils étaient très zélés. Exactement. Oui. Bon, c'est rapport à la planète sur laquelle Lorgar a vécu, qui était une planète où la religiosité se vivait à chaque instant. La planète Colchis. Colchis, ouais, voilà, merci. Je t'en prie. Mais merci. Non, bisous, gars. Et donc, du coup, Lorgar était un être profondément spirituel et très religieux. Et quand Papa, le dieu, arriva, il faut pas le dire, attention. Non, faut pas le dire trop fort. C'est une hérésie. Il en fit donc littéralement une religion d'État. Mais je peux pas vraiment rentrer dans les détails. Mais en gros, ils érigèrent une ville du nom de Monarchia, dédiée tout entière à la vénération du dieu empereur de l'humanité. Hérésie! En fait, même d'une manière générale, les World Bearers, ils avaient, on va dire, un taux de conversion de planètes excellent. C'est-à-dire qu'ils construisaient des énormes cités, des églises, ils convertissaient toute la planète au culte de l'empereur, etc. Sauf que ça prenait énormément de temps. Donc ils avaient des très bons résultats, mais ça prenait vachement de temps. Et c'était pas aussi efficace que d'autres, quoi. Exactement. Ils prenaient vraiment plus le temps de convertir tout le monde au culte de l'empereur et jusqu'à arriver à l'événement de Monarchia, justement. On est d'accord. Parce que lui, l'empereur, il aimait pas trop ça, être comparé à un dieu. Alors au début, il se contenta de remonter les bretelles de la 17e et leur dire de continuer le travail entamé durant la Grande Croisade, parce que encore beaucoup de monde attendait de rejoindre le giron de l'Imperium. Mais les Word Bearers, eux, ce qu'ils voulaient, c'était ériger des statues à l'effigie de l'empereur et brûler des cierges, en son honneur. Il ne faisait rien de mal après tout, n'est-ce pas? Eh bien, l'empereur en eut un peu marre, se rendit alors sur la planète Cure. Je sais pas si c'est comme ça. Ça s'appelle Cure. Cure. Ouais. K-H-U-R. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi pas Curus, comme toutes les autres planètes? Bah ouais, un petit peu de latin là-dedans. Là, voilà. Ouais. Bon, admettons. Donc la planète Cure, où se trouvait Monarchia, et accompagné de Guilliman et de l'entièreté des ultramarines, il entreprit de raser purement et simplement la cité avec ses habitants dedans, pendant que les World Bearers, eux, ne pouvaient qu'assister impuissants au massacre, contraints à s'agenouiller par la seule force psychique de l'empereur. Ouais. Donc c'est comme un truc de gueudin, quoi. Il a juste fait à genoux. Ouais. Et hop, et ils sont hop. Et à genoux, voilà. Exactement. Y compris Lorgar. Et il l'a pris très mal d'ailleurs. Bah oui, c'est ça, parce qu'il est dit que cela eut pour effet de plonger le très pieux Lorgar dans une profonde mélancolie. L'euphémisme du siècle. Ouais, c'est ça. Là, c'est un peu plus que de se prendre une fessée par papa. Là. Ouais, c'est clair. Quoi qu'il en soit, cela permit aux voix du chaos de se frayer un chemin jusqu'aux oreilles du primarque afin de le corrompre. Mais ça, l'empereur et les légions loyalistes, notamment les ultramarines, ne l'apprendront à leurs dépens que des années après. Oui, et de toute façon, les graines étaient déjà plantées parce que sur Colchis, le culte religieux qui était pratiqué, en réalité, vénérait les 4 dieux du chaos, mais avec des noms légèrement différents. Ah, pour brouiller les piges, genre? Ouais, c'est ça, genre c'est pas Slanesh, c'est Slanet. C'est pas Korn, c'est Karn, ou comme ça. Ouais, enfin bon, c'est un peu gros, là. Non, mais voilà, mais le fait est que techniquement, même Lorgar vénérait déjà le chaos avant même de le savoir. Ah. Voilà, à cause de son beau-père abusif. Mais on en reparlera. À peu près au même moment, à la fin du 30e millénaire, eut lieu la croisade d'Ulanor,
Un petit événement de rien du tout, mais qui verra... Bagatelle. Bagatelle, ouais. Mais qui verra à sa conclusion le primarque Horus consacré en tant que maître de guerre et à qui l'empereur donna la responsabilité de commander les expéditions de la Grande Croisade. Mais pourquoi laisser un projet d'une importance aussi grande à quelqu'un d'autre alors que lui-même l'avait initié et ça avait l'air de tellement lui tenir à cœur? Eh bien, monsieur a ses secrets et retourna sur Terre pour travailler dessus. Donc, en gros, il commençait à travailler sur son projet de Webway. Donc pour, La Webway. La Webway. La Webway. C'est ça. Ouais, mon gars, Webway. Cela eut pour effet de frustrer certains de ses rejetons, dont Horus, qui se sentirent abandonnés et commencèrent à sombrer peu à peu dans le chaos. Franchement, quand je lis ça, je suis là. Franchement, les gars, vous êtes des surhommes, vous avez des pectoraux gros comme des bagnoles. Et Des pectoraux gros comme des bagnoles. Ouais, ça décrit assez bien le truc, ouais, c'est ça. Et quoi, vous boudez? Oui, vous c'est décidez ça. de faire un tantrum parce que Mais papa mais doit aller c'est ça, travailler? les hommes resteront des hommes, ils peuvent être surhumains, le fait est que... Ouais, enfin bon, franchement, il y a des claques qui se perdent, moi je dis. Hein. Ouais, en fait, il faut imaginer que c'est exactement comme dans les familles, tu sais, où t'en as un qui va voir un autre qui dit t'as vu ce qu'il a dit lui quand même, franchement, et puis t'as vu papa il est parti et tout. Ah ouais, franchement ça craint et tout. Tu vois, c'est exactement pareil. Au final, quand tu réduis ça, c'est ça. J'aurais pas pu trouver plus beau résumé que celui-ci. T'as vu, hein? C'est génial. Ah, les métaphores, il y a que ça de vrai. Les Ultramarines étaient à cette époque la plus grande légion. Elle était constituée de quelques 250 000 Astartes, et Horus ne savait que trop bien qu'il ne se rallierait jamais à sa cause. Il entreprit alors, en tant que maître de guerre et commandant de la Grande Croisade, de disperser la 13e Légion aux confins de la galaxie, afin de lui laisser le champ libre pour planifier son coup d'état, en quelque sorte, qui sera plus tard connu sous le nom d'hérésie d'Horus. Oh, jamais entendu parler. Jamais. Non, mais jamais. Franchement, c'est la première fois que j'entends ce terme. Ouais, non, mais Ouais. bon, c'est comme la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est au bout d'un moment, on finit par s'en foutre, quoi. Ouais, tu fais même plus gaffe quand on en parle. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Ouais. Exactement. Et la façon perfide qu'il trouva fut de mobiliser en l'an 7 du 31e millénaire. C'est bon, on commence à avancer un petit peu. Ah, ça y est, on a. On est au 31e millénaire maintenant. Ah ouais, tu me rassures. Le plus gros contingent d'ultramarines avec les World Bearers. J'ai toujours envie de dire les World Bearers. Ah, Non, les c'est World, oui, mais Bearers. non, mais tu sais quoi, même quand j'étais plus jeune, je galérais tellement à chaque fois quand je voyais World Eaters, World Bear, World. Ouais, Et en fait, c'est clair. non, c'est les porteurs de la parole. Oui, c'est Voilà, ça. Donc, Exactement. il faut, Donc quoi qu'il en soit, Horus envoya donc le plus gros contingent d'ultramarines avec également le plus gros de la légion des World Bearers, commandé par Lorgar sur Kals. Un monde agricole prévu comme base de lancement dont l'objectif était supposément d'aller affronter une WAG d'orques dans le système de Viridian, région lointaine du Segmentum Tempestus. Malgré les doutes émis par ses proches conseillers, Guilliman, qui avait une confiance totale en Horus, se rendit sur place afin de réunir ses forces avec celles de Lorgar. Contre toute attente, quand Guilliman arriva avec son contingent d'ultramarines, il ne trouva personne à part les fermiers affairés à leur champ. Il se dit alors « Ah mais le boulet, je savais que j'aurais dû tourner à gauche au dernier carrefour. » Puis on avait dit à 18h. Ouais, c'est ça. Non, il est même Mais pas là, quoi. Ah, merde. Oh, dis donc. Quand soudain... Ah, tu fais les effets sonores aussi? Ah ouais, mon gars, Ah là. bouche. Les forces des World Bearers lancèrent un bombardement orbital sur Kals, le but étant de réduire à néant la force ultramarine fraîchement débarquée. Et donc, dès les premiers instants de l'engagement, les pertes ultramarines se comptaient déjà par milliers, et ils n'eurent que d'autre choix d'établir des défenses de fortune afin de se prémunir des bombardements incessants, mais les forces de Lorgar ne s'arrêtèrent pas là. En effet, ils lancèrent des bombes bactériologiques qui ne tarderont pas à contaminer l'écosystème de Kals, et même pour les surhommes que sont les Space Marines, l'atmosphère devint très vite irrespirable. Le but n'était pourtant pas tant de détruire les ultramarines que de frapper au cœur du royaume d'Ultramar. Lorgar, qui pourtant nourrissait une rancune tenace envers Guilliman après la destruction de Monarcha, n'était même pas là durant la bataille de Kals, et Kals n'était d'ailleurs même pas l'objectif, car il concentra l'essentiel de son offensive sur Macragge, le siège du royaume et refuge des Ultramars.
Il voulait finalement rendre la monnaie de sa pièce à son frérot. Exactement. Et quand ils ont attaqué Kals, d'ailleurs, ils avaient un autre atout qui fait d'ailleurs l'objet d'un livre à lui tout seul, c'est La bataille des abysses, où ils ont attaqué Kals. Ah, je suis en train de te couper l'arc Non, sous non, le pied, pas là. du tout. Alors, justement, parce que le truc, c'est que l'histoire de la bataille de Kals c'est tellement vaste Oui. que, en fait, je vais le mentionner, mais vas-y, je t'en prie. Ah bah, ils avaient à leur tête un vaisseau qui s'appelait le Furious Abyss, qui était le plus gros vaisseau jamais construit, en tout cas le plus récent et un des plus gros jamais construits par le Mechanicum. Et littéralement, ça a été le fer de lance qui a été envoyé sur Kals. Et à terme, malgré tout, quand même, les Ultramarines ont réussi à faire en sorte qu'ils finissent par s'écraser sur la planète. Mais bon, faut imaginer que c'est un vaisseau qui fait la taille de... Je sais même pas de quoi. Il fait plusieurs dizaines de kilomètres de long. Voilà, bon. C'est-à-dire que c'est littéral. Je crois que c'est suffisant pour faire bouger l'orbite d'une planète. Pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Cette guerre eut littéralement des proportions d'une échelle qu'on ne peut même pas concevoir. Tu nous en as déjà donné un petit exemple. Space Marines contre Space Marines, vaisseau contre vaisseau, la voûte céleste brillait des explosions cataclysmiques, des combats qui faisaient rage, aussi bien sur Terre que dans l'espace. Ce combat était une véritable lutte fratricide, mais malgré les pertes catastrophiques qu'essuièrent les Ultramarines au début, ils parvinrent malgré tout à établir une défense honorable. Jouant le tout pour le tout, les Worldbearers exploitèrent alors les pouvoirs du Warp afin d'invoquer une tempête Warp du nom de Tempête de la Ruine, dont le but était d'isoler le royaume d'Ultramar du reste de l'Imperium et ainsi priver l'empereur de l'un de ses atouts les plus précieux, les Ultramarines. Eh oui. Encore eux, les poster boys. C'est de là que viennent leurs fêlures. Exactement. Eh oui. À l'issue de cette bataille, les pertes Ultramarines avoisinaient quelques 120 000. Ah ouais, quand même. Ouais, la moitié en fait, la moitié des Space Marines. Ah la vache, j'avais pas réalisé qu'ils avaient perdu autant. Ah mais ils se sont fait ronter quoi. Ah ouais. C'est mais c'est-à-dire que là, ils ont vraiment subi l'effet de surprise quoi. Ah ouais, carrément quoi. Ah la vache. Mais les combats ne s'arrêtèrent pas là. Car alors que le conflit était fini et avait pris place sur d'autres théâtres d'opération, les Space Marines survivants, donc World Bearers et Ultramarines, survivants des bombardements et de la tempête Warp, continuèrent à mener des guérillas dans les souterrains de Kals durant des mois. Donc c'est-à-dire que, d'ailleurs, tout le monde a été laissé pour mort en gros quoi. Mais bon, sauf qu'il y avait quand même plein de survivants. Et ni les Ultramarines, ni les Worldbearers sont venus chercher leurs blessés. Et en fait, les mecs, ils avaient plus de munitions, leurs armures, c'était des lambeaux. Et ça a littéralement été des guérillas au couteau dans des souterrains pendant des mois. Il n'y avait même pas de lumière. Enfin, ça a été catastrophique. Et puis en plus, avec les Ultramarines qui devaient faire, avec probablement, il devait y avoir des survivants humains ou des esclaves qui devaient suivre les Warbearers qui du coup faisaient des invocations démoniaques. Enfin, genre, ça devait être l'enfer. Ça devait être l'enfer. Exactement, quoi. Mais cette bataille, cette guerre, que dis-je, continuera dans le domaine d'Ultramar avec l'implication également d'Engron, le primarque des World Eaters, cette fois-ci, de la 12e Légion, et demandera l'implication totale des Ultramarines et de leur primarque Guilliman. Cet engagement, aussi épique fut-il, n'annonçait que le début des événements à venir. Des luttes fratricides, une galaxie, ouais, je vais le dire, je le garde, une galaxie. Une galaxie en flume. Un régicide, ce n'est que le début de l'histoire. L'histoire continue pour des millénaires à venir et celle des Ultramarines également. Après tout, vous les retrouvez bien sur toutes les pubs Games Workshop, n'est-ce pas? La 13e Légion, sûrement la plus fidèle aux préceptes de l'Empereur, a payé les conséquences de son jusqu'au-boutisme. Mais c'est aussi grâce à ça que cette Légion vénérable perdurera tant que l'Imperium aura besoin de son intervention. L'histoire ne s'arrête évidemment pas là pour nos gendarmes de l'espace, et on n'a pas fini d'en parler. La suite au prochain épisode. Mais tu finis sur un... Ah, tu finis sur un cliffhanger. Bah ouais, non mais ouais, non choix, mais quoi. je sais. Et puis, ouais. Je te l'avais dit, en plus quand on en parlait, je voulais inclure l'histoire du Pharos, je voulais parler des Plague Wars, mais bon, en sachant qu'entre la bataille de Kals et les Plague Wars, il y a 10 millénaires. Ouais, il se passe quelques trucs. Ouais. Il faudrait peut-être quand même que... puis la disparition de Guilliman, tôt ou tard, quand il va se faire trancher la gorge et tout le bazar, qu'il va devoir aller en stase, machin... Le démon cul là-bas. Non, mais... Oh là 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 là.
Mais d'ailleurs, il y a un truc quand tu parlais de la bataille de Cal, du coup, ça m'a ramené à quand j'avais lu des traumatismes de guerre, c'est ça? Ouais, j'ai eu des flashs pendant que tu parlais de tout ça. Et d'ailleurs, je sais plus si le bouquin s'appelle La bataille de Cal, mais en gros, il y a un moment donné où tu suis pendant l'assaut des Wordbearers, tu suis le déploiement d'un dreadnought, mais vu de son point de vue. Ah. Et c'est super intéressant comment c'est écrit, parce que clairement, tu vois les pensées d'un mec qui dit « Alors, je me réveille, je sais pas où je suis, ça bouge autour de moi, je sens pas mes membres, mais je sens que je vais devoir bouger. Je suis en train de tomber, mais en fait, je sais pas si c'est moi qui tombe ou juste mon armure. Enfin, ça a l'air horrible. Tu sens vraiment que c'est les pensées d'un mec qui est bloqué dans un caisson et qui a qu'une envie, c'est d'en sortir, mais sauf qu'il peut pas. Bah oui, parce que ça se trouve, il y a plus que quoi, une épine dorsale. Il y a plus qu'un tronc avec cerveau, une tête qui est relié à des tuyaux, quoi. Ah mon dieu, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, le destin de finir en Dreadnought, c'est pas fou. Hein. Non, c'est clair. Mais bon, apparemment, dans le monde de Warhammer 40 000, c'est le plus grand des honneurs. Le plus grand des honneurs. Ouais, okay. Ouais, enfin, ça dépend du point de vue. Hein. Si t'es ces Space Marine du chaos, pas vraiment. Non. Si t'es un orc, ah ouais, elle éclate. Voilà, et par contre, c'est vrai que si t'es un Space Marine, bon, t'as intérêt à avoir une grosse force mentale, mais il y en a quand même beaucoup qui sont dans la folie. Hein. Ouais. Bah, ils les endorment d'ailleurs la plupart du temps, parce que sinon, tu deviens fou. Bah de toute façon c'est ça, enfin il me semble que de toute façon quand ils sont pas en opération ils font dodo. Non, ils font dodo, ouais ils font dodo et ou alors ils les réveillent des fois pour leur demander conseil. Mais voilà. Et là ils sont là, libérez-moi. On va lui poser la question plus tard. Bon bah écoute, je pense que là on est arrivé à la conclusion de cet épisode. Ouais. Ou à moins que tu aies une conclusion. Non. Eh bah très bien. De toute façon, c'est bon, on a déjà donné le contenu, c'est tout ce qui compte. Hein. Bah voilà, exactement, voilà, on est d'accord. Ça. Bon, alors du coup, si vous avez aimé, lâchez-nous un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter pour le référencement ou à nous corriger si on a dit quelque chose d'inexact. Ouais, d'ailleurs, merci. Quelqu'un nous a corrigé sur YouTube. Ouais, pour Olympus Mons. Donc effectivement, le traité d'Olympus Mons a été signé avec le Mechanicum par l'empereur. Il est devenu l'Omni-Messie après les garnifications et pas pendant. Voilà. Merci à toi en tout cas, on t'enverra un pins quand on aura de l'argent. Quand on aura une machine à pins. Ouais. Donc abonnez-vous, la cloche, retrouvez-nous bien sûr sur Instagram, on vous tiendra au courant de ce qui va bientôt sortir. Et bien sûr, abonnez-vous sur les plateformes de podcast si vous n'aimez pas les images qui bougent. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Baldaquin. Allez, Kenavo les potos. Gros bisous tout le monde, ciao ciao.